Bonjour à toutes et tous. Nous poursuivons les causeries de l'égalité dans la série L'égalité et le genre. Et aujourd'hui, l'émission est consacrée à la levée du secret médical, un remède efficace contre la violence conjugale. Je reçois à nouveau Monsieur Johan de Chepy, maître de conférence HDR en droit pénal, spécialisé en droit pénal, n'est-ce pas, et qui travaille tout particulièrement sur la question des violences. Bonjour Monsieur de Chepy. Bonjour Madame Ducret, ravi d'être encore avec vous aujourd'hui pour parler de cette question fort importante de la levée du secret médical. Alors oui, en effet, c'est tout à fait d'actualité cette semaine du 25 novembre. Et la première question que je vous poserai, quelle est l'ampleur des violences conjugales dans notre pays ? Alors, pour répondre le plus clairement possible à votre question, il faut avant tout comprendre comment sont mesurées les violences conjugales, les violences faites aux femmes, parmi lesquelles les violences subies au sein du couple sont repérées puis analysées. Ces violences représentent la manifestation d'un rapport de domination que l'auteur va installer puis maintenir sur sa victime. Alors, c'est un rapport qui se traduit par des agressions de formes multiples, physiques, sexuelles, psychologiques, verbales ou encore des violences économiques. Et ces agressions sont souvent très récurrentes et cumulatives. Elles vont s'aggraver, s'accélérer avec le temps et vont pouvoir malheureusement conduire à l'homicide du partenaire. D'ailleurs, je choisis volontairement le terme partenaire, car si l'on a pour habitude de parler des violences dites conjugales, ce ne sont pas uniquement celles qui sont produites dans le cadre du mariage. On pourrait effectivement penser que les violences conjugales renvoient au terme conjoint et donc à l'institution du mariage. Mais les violences dont on va parler, elles peuvent exister quelle que soit la configuration de la relation intime concernée. Les couples touchés peuvent être en cohabitation ou non, peuvent être mariés ou non, être unis par un pacte civil de solidarité, être en simple lien de concubinage, en union de fait, vivre une relation épisodique ou encore vivre une relation plus régulière. Le phénomène que l'on va tenter ensemble de mesurer est un phénomène beaucoup plus global qui ne tient pas compte spécifiquement de la nature de la relation, ni même de son caractère épisodique ou non. Pour tenter de mesurer ce phénomène, il existe dans notre pays un observatoire national des violences faites aux femmes qui travaille à l'harmonisation et à la diffusion des données collectées sur ces violences. Alors, ce travail est réalisé par la MIPROF, c'est-à-dire la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Cette mission, j'en parle parce qu'elle joue un rôle d'interface entre les acteurs qui collectent, qui exploitent les données, d'une part, et la demande sociopolitique autour de la connaissance du phénomène, d'autre part. Et chaque année, et vous l'avez rappelé en préambule, à l'occasion du 25 novembre, qui marque la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, l'Observatoire publie une lettre présentant les principales données disponibles sur l'année N-1, puisqu'il faut avoir le temps de collecter et de traiter les données, et qui sont relatives, ces données, aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles. Alors on y trouve évidemment des informations essentielles sur les morts violentes au sein du couple, le nombre de victimes enregistrées par les services de police et de gendarmerie, ainsi que le traitement judiciaire que l'on va donner à ces affaires pour voir comment elles sont orientées, notamment par les parquetiers. Cette lettre exploite également les indicateurs d'activité d'une ligne importante, la ligne d'écoute, le fameux 3919, Violence Femmes Info, ainsi que les données de l'enquête Cadre de vie et sécurité qui est réalisée dans le cadre de l'INSEE. Alors juste pour être parfaitement actuelle dans les informations que je vous donne, ces enquêtes cadre de vie et sécurité pour l'année 2022 sont remplacées par les enquêtes dites genèse et vécu ressenti en matière de sécurité. Alors ces enquêtes sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'estimer le nombre de victimes qui n'ont pas révélé les faits aux autorités et identifier les éventuelles démarches en dehors des démarches judiciaires qu'elles ont pu entreprendre.
Aussi, on apprend dans la lettre publiée en novembre 2021 que sur l'année 2020, 102 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les 3,5 jours. 213 000 femmes majeures ont déclaré avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles par leur partenaire ou ex-partenaire de vie, et 94 000 femmes majeures déclarent, et c'est important de dire qu'elles le déclarent, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre noir sur lequel on n'a pas encore mis la lumière, avoir été victimes de viols ou de tentatives de viol, sachant que parmi les violences sexuelles, 9 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Eh bien, vous venez vraiment d'évoquer le fait qu'il est possible de savoir de quelle manière les victimes de violences conjugales réagissent. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette question-là, développer un peu plus? Bien sûr, c'est là tout l'intérêt des données qui sont collectées pour essayer d'aller au plus près d'une réponse adéquate que l'on va fournir aux victimes en tenant compte quelque peu de l'orientation qu'elles souhaitent donner elles-mêmes à la situation. Alors, les données dont on dispose sur le sujet démontrent d'abord qu'il existe une prévalence des violences physiques et ou sexuelles dans les formes de la violence conjugale employées par les agresseurs. Près de 2/3 des victimes affirment que les violences leur ont causé des blessures physiques et, dans la même proportion, déclarent des dommages psychologiques importants. Respectivement, en termes de réaction, les chiffres permettent d'estimer que parmi les femmes victimes de violences physiques et ou sexuelles au sein du couple, ce sont un peu plus d'un quart d'entre elles qui se sont rendues auprès des forces de l'ordre pour manifester leur opposition à la situation, c'est-à-dire à peu près 27% de la totalité des victimes estimées et déclarées. 18% ont décidé de déposer plainte, 7% ont décidé de déposer une main courante ou ont conduit, par réaction de l'autorité publique, à la rédaction d'un procès-verbal de renseignement judiciaire. Plus précisément encore, lorsque l'on intègre le paramètre de cohabitation, dont on a pu dire dans une autre causerie que ce n'était pas un critère déterminant de caractérisation de la violence conjugale, mais plutôt un accélérateur de l'emprise, eh bien cette cohabitation, lorsqu'elle devient un critère dans les chiffres, montre que les victimes qui se placent dans une démarche auprès des forces de l'ordre sont encore moins nombreuses à le faire lorsqu'elles sont dans une cohabitation effective avec l'auteur des violences. Les chiffres montrent à peu près que un peu plus de 15% d'entre elles franchissent les portes d'un commissariat ou encore d'une gendarmerie. Alors en outre, si l'on isole parmi toutes les victimes celles qui le sont de viol, c'est-à-dire d'agression sexuelle contrainte avec pénétration forcée ou de tentative de viol sur une année, elles ne sont plus que 10% à déclarer avoir déposé plainte. Donc vous voyez que finalement, la très grande majorité des victimes ne décident pas, alors que les faits sont gravissimes, de déposer une plainte pour engager effectivement un processus pénal particulier. Alors respectivement, du côté des victimes qui verbalisent les faits qu'elles subissent, elles sont plus nombreuses, beaucoup plus nombreuses, à en parler à un professionnel de santé, aux services sociaux ou encore aux associations d'aide aux victimes. En effet, lorsqu'on épluche de près le rapport cadre de vie et sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment celui établi pour l'année 2019, celui-ci mentionne le fait que 15% des femmes victimes de violences conjugales du fait d'un conjoint cohabitant ont consulté un médecin dans l'année qui a suivi les violences. On ajoute 14% d'entre elles qui ont choisi un psychiatre ou un psychologue pour parler de la situation vécue. Viennent ensuite les associations d'aide aux victimes pour à peu près 7% de la masse des victimes identifiées, l'accueil dans des services sociaux ou par des services téléphoniques ou numériques d'aide et d'accompagnement des victimes où on est aussi à 7%. Alors je vous parle de tous ces interlocuteurs, pourquoi ? Parce que le dénominateur commun de toutes les hypothèses que je viens de citer, c'est le secret, l'anonymat. Les victimes vont se confier à un interlocuteur qui soit est soumis au secret par fonction ou par profession,
ou même vont déclarer des choses sans jamais avoir l'obligation de dévoiler leur identité. Donc, on peut voir derrière l'idée que le secret ou l'anonymat est un facteur privilégié par les victimes. Elles ont besoin d'une écoute et elles n'ont pas besoin, justement, nécessairement, que ce qu'elles vont révéler prête à conséquence. Et c'est, à mon avis, là, un enseignement assez intéressant que nous fournit, justement, cette enquête Cadre de vie et sécurité de 2019. Alors ces interlocuteurs, que ce soit les associations, les professionnels de santé, ont le mérite avant tout de briser le silence et la solitude profonde qui est éprouvée par les victimes, tout en leur laissant, et je pense que c'est important et on y reviendra sans doute tout à l'heure, l'opportunité d'entamer des démarches officielles de rupture avec l'environnement violent qu'elles subissent par une décohabitation avec l'agresseur. Il faut avoir en tête que le droit pénal est un soutien et c'est normal qu'il le soit, mais les victimes qui cherchent une porte de sortie à la situation qu'elles vivent ont également d'autres moyens à leur disposition. Je pense notamment aux hébergements d'urgence dans un centre dédié, y compris pour les femmes qui décideraient d'y être accueillies avec leur enfant, ou encore des procédures judiciaires qui ne sont pas de nature pénale et par lesquelles les victimes vont pouvoir obtenir un éloignement de l'agresseur, même une interdiction de contact de l'agresseur qui va les prémunir d'une réitération du climat de violence. Alors je pense que toutes ces situations montrent bien que les victimes, de façon consciente ou inconsciente, c'est peut-être pas là la question, ont besoin, à mon sens, de rester aux commandes de leur destin, de faire leurs propres choix, sachant que l'emprise a tendance justement à leur renvoyer cette incapacité à faire des choix individuels. Et il me semble important de se dire que, de dire aussi que toutes ces solutions qui sont proposées aux victimes, en dehors du champ pénal, apporte forcément une pierre à l'édifice de reconstruction des victimes. Alors, si j'ai bien compris, au fond, le médecin traitant a une place importante dans cette lutte contre la violence conjugale parce qu'il est l'une des personnes les plus aptes à repérer ces situations, au fond. Alors, quel est exactement son rôle selon vous? Est-ce que vous pourriez préciser finalement le rôle que l'on peut attendre de ce médecin traitant ou autre médecin? Exactement, vous l'avez parfaitement souligné, le médecin traitant ou le médecin en général est une personne de confiance dans laquelle en fait la victime, on va même dire le patient, place une confiance. Et l'avantage du médecin traitant, c'est qu'il ne s'intéresse pas qu'à la victime, puisque bien souvent, il a la charge de la famille, c'est-à-dire de l'agresseur et éventuellement du ou des enfants qui composent en marge le foyer. Cette situation peut apparaître bien délicate sous certains aspects, mais elle peut constituer un avantage, un véritable avantage, dans une approche globale du problème de la violence conjugale. Je m'explique. En effet, la relation de confiance qui va s'établir entre le médecin et la famille, au sens large, va permettre les confidences de chacun des membres du couple et des membres de la famille, sans craindre de réaction a priori du professionnel de santé dont on attend avant tout une écoute et éventuellement si besoin des soins, une aide, un accompagnement. Et donc on voit que c'est un interlocuteur, je dirais, privilégié des victimes de violences conjugales et qui les rassure parce que justement elle place dans la parole du médecin un certain crédit et pas forcément qu'on ne retrouve pas forcément en dehors de la chaîne médicale. En outre, et c'est important aussi de le souligner, la continuité des soins qu'assure le médecin traitant ou le médecin généraliste est un atout parce que le professionnel a entre ses mains les moyens de se montrer attentif à l'évolution de la situation. Il peut percevoir un changement d'état chez la victime et, si besoin, adapter son discours auprès d'elle pour l'orienter vers des systèmes d'écoute ou d'aide qui vont lui apporter une aide constante, tout en sachant que les besoins vont évidemment différer, être complètement disparates selon les situations considérées. Il faut avoir en tête que les besoins des victimes sont forcément des besoins subjectifs. Chaque victime a son individualité, subit
une violence conjugale, on l'a dit, polymorphe. Donc, chaque situation mérite d'être considérée dans toutes ses particularités, dans toutes ses facettes. Et je pense que le médecin doit adapter son attitude pour justement doser les informations qu'il donne à sa patiente quand il estime que celle-ci a des besoins particuliers, qu'ils soient implicites ou clairement exprimés par elle. Alors, ce que l'on note souvent, c'est que les victimes de violences conjugales sont très souvent dans le déni de la situation. Elles ont souvent conscience du problème, mais elles ont beaucoup de mal à en parler, souvent par honte, par effet de culpabilisation. Et il va falloir adapter pour le médecin la réponse qu'il va pouvoir, ou les conseils qu'il va pouvoir apporter, selon que la victime est prête à quitter le partenaire ou non, la victime a des enfants ou non, la relation est économiquement une sécurité pour elle ou non. Vous voyez ? Et donc, il y a cette idée, justement, que le professionnel de santé est dans une situation très délicate, finalement, parce que sa réponse est forcément individualisée. Alors, si ça peut aider les médecins traitants qui pourraient nous écouter via ces causeries, et on peut l'espérer, il existe des plateformes de renseignement qui, justement, essaient d'apporter leur contribution à la démarche médicale. Et il y a une plateforme qui m'a particulièrement interpellé à l'occasion de la préparation de notre échange. Elle s'appelle déclicviolence.fr, en un seul mot, déclicviolence.fr, où justement, en fonction des situations considérées, un bon nombre d'informations utiles pour la pratique médicale s'y retrouvent. Alors, vous évoquez au fond ce climat de confiance qui s'installe entre le médecin traitant ou autre médecin et la patiente comme un contexte finalement propice à la verbalisation des faits, si j'ai bien compris. Alors, cette confiance est probablement en lien avec le secret médical qui oblige le médecin à ne pas divulguer les faits, même constitutifs d'infractions pénales, et qui sont portés à sa connaissance. Alors, je suis donc très tentée de vous poser la question suivante. Un médecin pourrait-il en venir à signaler certaines situations de violence conjugale, selon vous ? Oui, exactement. Et vous faites bien de le souligner parce que le secret médical n'est pas absolu, n'est pas sans limite et il doit être concilié avec des intérêts supérieurs. Alors si vous me permettez, et comme vous êtes historienne du droit, je me suis permis de recontextualiser historiquement les choses. Le secret médical a trouvé en fait une première consécration légale au sein des dispositions de l'article 378 ancien du Code pénal, c'est-à-dire celui qui s'est étendu de 1810 à 1994 et qui visait initialement toute une liste de professionnels de santé pour les soumettre à l'obligation de conserver justement secrètes les informations reçues dans le cadre de leur profession. Alors, l'obligation au secret, aujourd'hui, n'est plus seulement médicale, elle est devenue professionnelle au sens large et figure désormais à l'article 226-13 du Code pénal. Alors, si vous m'en permettez la lecture, je vais vous la donner. On nous enseigne dans cet article que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc on voit bien que ce texte, il n'est pas relatif aux médecins, bien qu'il le concerne. Tout à fait. Il le concerne. Pourquoi ? Parce que ces dispositions sont à mettre spécifiquement en lien avec les professionnels de santé et typiquement avec le Code de la santé publique et précisément l'article L 1110-4 de ce code qui prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé, un professionnel du secteur médico-social ou social, ou encore un établissement ou service social et médico-social, et c'est ça qui est important, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. Pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce que grâce à ce texte du Code de la santé publique, on prend bien conscience que le secret médical est instauré au profit des patients et implique que le professionnel qui reçoit des confidences intimes de la part de son patient, notamment liées à la famille, à l'histoire personnelle, à la sexualité ou encore au conflit qui pourrait être dans la vie privée, ne puisse en faire part aucunement
à autrui. Il ne peut pas révéler ces fameuses confidences. Et c'est là le cœur, bien évidemment, du secret professionnel et qui est d'ailleurs propice à la verbalisation des faits par les victimes. Le professionnel de santé qui outrepasserait cette obligation au secret professionnel commettrait le délit de l'article 226-13 et fatalement s'exposerait à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, cette obligation au secret, elle n'est pas absolue. Elle doit forcément, dans notre société, être conciliée avec des impératifs supérieurs qui, notamment, viennent protéger des victimes qui pourraient être dans un état de vulnérabilité. Et on a d'ailleurs tendance à voir une fragilisation du secret médical dans la protection des mineurs, mais on va retrouver la même logique dans le domaine de la lutte contre les violences conjugales. C'est justement l'objectif d'une loi récente qui est entrée en vigueur, la loi du 30 juillet 2020, qui vise à protéger les victimes de violences conjugales, que de justement apporter cette possibilité de révélation aux médecins. Aujourd'hui, l'article 226-14, troisièmement du Code pénal, autorise le professionnel de santé à faire un signalement au procureur de la République qui touche, je cite, une information relative à des violences exercées au sein du couple lorsque le professionnel de santé estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci, la victime, n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Et ça, c'est tout neuf. Ça date de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2020. Alors l'idée de ce texte est très claire. On veut favoriser l'accès à la connaissance des violences conjugales par l'autorité judiciaire en s'intéressant à la pratique médicale dont on sait qu'elle est un puits de confidence des victimes de violences. Et pour produire les résultats escomptés, on ne fait pas de l'accord de la victime à la révélation du médecin une condition, donc on se défait de cette condition consensualiste de l'accord de la victime. Le texte précise tout de même que le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure et en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer, vous voyez, il n'a pas besoin de son accord, du signalement fait au procureur de la République. Il en résulte que lorsqu'un professionnel de santé agira de bonne foi, c'est-à-dire dans les conditions de l'article 226-14, eh bien, il pourra révéler officiellement des faits de violence conjugale sans risquer, bien évidemment, de poursuites pour violation du secret professionnel. C'est ce que l'on appelle l'autorisation de la loi. C'est tout à fait intéressant ce que vous venez de nous exposer. Et donc, puisque vous venez de nous présenter ces différents points, pourriez-vous me dire quel regard vous portez justement sur cette levée du secret médical, après nous avoir présenté ces divers points? Oui, alors si vous me donnez l'occasion d'exprimer mon opinion, alors je la donne en tant que juriste, évidemment, c'est un texte qui peut interpeller. On voit bien l'objectif, on pense qu'il est louable et sans doute qu'il l'est, mais d'un point de vue technique et peut-être d'un point de vue humain, il mérite tout de même d'être expliqué. Pour répondre à votre question, là où le texte interroge, c'est sur la situation à partir de laquelle le signalement du médecin est possible. Cette situation, elle est claire. C'est un danger immédiat pour la victime, notamment en cas de risque de renouvellement de violences graves. On est bien dans un péril, ici, d'une gravité particulière qui vient autoriser le médecin à porter la révélation. Et on sait que le levier utilisé l'est très peu par les professionnels de santé qui ont quelques réticences, et on peut les comprendre, à faire ce type de révélation. Les chiffres actuels montrent qu'à peu près 5% des alertes de mise en danger d'une personne pour violence conjugale sont données par des professionnels de santé. Donc l'objectif de ce texte, c'est d'élever, bien évidemment, ce pourcentage des fameux 5%. Mais pour autant, est-ce que la démarche du législateur, telle qu'elle est employée ici, est légitime ? Il y a, à mon sens, pour répondre à cette question, deux points de vue. Un point de vue humain et un point de vue purement juridique. D'un point de vue humain, les révélations qui sont prévues par le texte
quand elles ne sont pas autorisées par la victime elle-même, pose problème. Pourquoi ? Parce que s'il est vrai que l'emprise conduit la personne qui l'a subie à éprouver de très lourdes difficultés à réagir par elle-même aux violences qu'elle subit, il est discutable que la loi contribue à l'exercice d'une autorité de fait sur la victime en permettant à un professionnel de santé de faire un choix à sa place. Pour moi, on est dans une attitude où l'emprise est du perdant-perdant pour la victime, puisque le médecin ne va plus lui laisser le choix, même si c'est pour sa protection, d'apporter la réaction qu'elle souhaiterait, évidemment, apporter à la situation qu'elle vit. Et moi, ça me donne l'impression qu'on contribue à la dépersonnalisation de l'individu dans son libre arbitre, dans les choix de vie et de réaction qu'elle pourrait faire. Moi, je serais plutôt d'avis que les médecins doivent toujours s'efforcer d'amener la victime à faire ses propres choix en les informant des différentes aides qu'elles sont susceptibles d'obtenir et surtout en leur rappelant seulement qu'il peut, lui, opérer un signalement sans leur accord, même s'il n'y est pas obligé, pour essayer de responsabiliser la victime par rapport à la situation qu'elle a du mal, elle-même, à se représenter. D'un point de vue juridique, cette fois, si on met de côté l'aspect humain que je viens de développer, l'hypothèse qui permet au médecin d'opérer le signalement en question interroge encore. Pourquoi ? Le professionnel doit être en mesure d'estimer en conscience que les violences subies par sa patiente mettent sa vie en danger immédiat. Or, en utilisant la notion de danger immédiat, le texte peut sembler quelque peu redondant avec un autre texte qui existait au préalable dans le Code pénal, l'article 223-6, alinéa 2, qui punit de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, je cite, « Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours. » Les médecins ne sont absolument pas mis à l'écart, en raison du secret médical, de la nécessité de porter secours aux personnes en péril. Ils ont, comme tout un chacun, l'obligation d'apporter un tel secours. Et moi, ce qui me gêne, c'est que l'hypothèse de l'article 223-6 est en fait la même que celle que l'on vient de créer par la loi du 30 juillet 2020 dans l'article 226-14, troisièmement, du Code pénal. Or, si on regarde bien la philosophie de ces deux textes, le texte sur la non-assistance à personne en péril est une obligation d'assister, de secourir, alors que de l'autre, ce n'est qu'une autorisation de révéler les faits. On a donc l'impression que ce sont deux textes concurrents, l'un oblige, l'autre ne fait qu'autoriser. On aurait donc une possible impression qu'on vient en fait entamer la performance, la rigueur du texte sur l'obligation de porter secours par le nouveau texte. Et je pense que, évidemment, ce n'est pas là l'effet recherché par la loi nouvelle. Alors comment, à mon sens, il faut combiner ces deux textes ? Cela signifie certainement, à mon sens, que confronté à un danger immédiat de mort d'une patiente victime de violence conjugale, le médecin est dans l'obligation d'apporter un secours. Cette obligation, elle reste, elle demeure. Mais pour ce faire, le signalement à l'autorité publique, le signalement au procureur, est encouragé par l'autre texte, celui qui est nouvellement créé par la loi du 30 juillet 2020. Mais le message aussi que l'on porte, c'est de dire que le médecin peut secourir la victime en lui proposant d'autres modalités de secours, comme notamment, et je pense que c'est là l'essentiel, le fait de l'orienter en urgence vers des structures d'hébergement qui vont neutraliser le contact dangereux avec son partenaire violent. Eh bien, en tout cas, je vous remercie pour ce bel éclairage sur la levée du secret médical. Et je remercie également toutes et tous pour donc cette présentation par Monsieur De Chepy, qui j'espère répond à vos attentes. Et nous nous retrouverons certainement très bientôt pour de nouvelles causeries. Thank you.